Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Chabagnier, je suis associé chez EY en charge des activités santé. Je serai l'animateur de cette table ronde qui est consacrée à ce très beau projet de Hâte Hôtel Dieu. Hâte Hôtel Dieu est un programme dont l'ambition est inédite dans le numérique en santé, à la fois par la portée du projet, mais également par l'écosystème que vous avez rassemblé autour de ce projet. Le nom d'ailleurs donné résume bien cette ambition. Il s'agit du numérique d'abord, mais également de l'hôpital. Et d'ailleurs, avec cette petite anecdote que l'Hôtel Dieu est également le premier hôpital de France, et donc ce qui donne un peu plus de corps et de portée à ce projet. Réinventer l'hôpital est plus que jamais à l'ordre du jour, hein. L'augmentation des maladies chroniques, des polypathologies a fragilisé le système de santé, et ces faiblesses ont été très largement mises en avant dans le cadre de la crise sanitaire. Et c'est dans ce contexte d'urgence que le numérique apparaît comme un des accélérateurs les plus importants de la transformation de l'hôpital, mais plus largement du système de santé. Et encore une fois, la crise Covid nous l'a très largement rappelé au cours des 16 derniers mois. Et dans ce cadre, la PHP se veut un exemple, ou en tout cas un laboratoire de cette transformation. Donc ce projet est porté par une alliance très large d'entités d'horizons très différents, et qui réunissent de nombreuses complémentarités. Donc 5 entreprises innovantes, Implicity, Lifen, Nabla, Nouvéal et Wiggins, un incubateur de start-up, Biolabs, l'Université de Paris et bien sûr la PHP avec sa plateforme d'accompagnement des projets numériques en santé. Donc pour parler de ce projet, nous avons pu réunir aujourd'hui plusieurs des dirigeants de ces différents acteurs. Donc j'ai plaisir de vous présenter Nicolas Castoldi, donc, qui est directeur délégué de la PHP, le professeur Philippe Raveau, qui est le porteur du projet au sein de la PHP, et 4 startups qui viendront nous rejoindre un petit peu plus tard. Arnaud Rosier, le CEO d'Implicity, Franck Loué, le CEO de Lifen, Alexandre Falzo, le CEO de Nouvéal, et Vincent Vercamer, le directeur de la stratégie de Wiggins. Alors pour commencer, je me tourne d'abord vers vous, monsieur Castoldi. Donc pour planter le décor, pouvez-vous nous parler brièvement de la PHP, de ce qu'elle représente dans l'écosystème hospitalier français ? Bonjour Loïc, et merci de prendre ce moment pour nous permettre de présenter ce très beau projet. La PHP, c'est le plus grand CHU d'Europe, c'est 39 hôpitaux, 100 000 personnels, c'est une force de recherche incroyable, c'est des docteurs qui sont aussi des scientifiques et des chercheurs comme Philippe, c'est 40% de la recherche clinique en France, et c'est plus de 3000 projets d'essais cliniques qui sont en cours. C'est un des lieux battants de la recherche et du soin dans notre pays. D'accord, merci. Et donc le sujet autour de ce projet tourne beaucoup autour du numérique et de l'IA. Et avant de rentrer un petit peu dans le corps du projet, est-ce que vous pourriez nous parler de la pénétration du numérique et de l'IA à la PHP, et puis au-delà du projet, un petit peu les grands objectifs que vous vous donnez sur les 3 à 5 ans à venir ? Alors, je pense que la PHP, l'hôpital, comme l'ensemble de la société, est traversé par un mouvement de digitalisation qui est frappant, qui est une évidence, qui se traduit par la multiplication des projets, des applications, des startups, des interactions. Et au fond, le sujet central du moment, c'est de savoir comment on passe de ces myriades d'initiatives, de ces myriades de partenariats, de toutes ces idées qui existent, à des choses qui à la fois fassent système et un sens médical, soient compatibles avec les environnements des uns et des autres. C'est de faire ce basculement-là. Ce mouvement, on a commencé à le prendre. J'en veux pour preuve la création de l'entrepôt de données de santé au sein de la PHP, mais on a un autre virage derrière qui est au fond d'arriver à la fois à digitaliser l'hôpital, de construire des hôpitaux numériques ou des hôpitaux hors les murs, et puis en même temps de digitaliser le soin. C'est un sujet sur lequel Philippe a beaucoup réfléchi et travaillé. C'est un des enjeux qui sont majeurs. Mais pour ça, il faut arriver à faire système. Il faut réussir à allier des forces, réussir à travailler différemment, entre nous au sein de l'hôpital, repenser notre organisation, mais aussi travailler différemment avec les acteurs économiques et les startups au premier plan. D'accord, alors ça fait une belle transition sur le projet. La PHP peut donner un peu l'impression d'être une grosse structure, voire une très grosse structure, mais qui a besoin d'innover en permanence. Vous travaillez déjà avec des startups, vous avez créé le Digital Medical Hub, justement pour accélérer en fait la maturation de projets innovants.
Et d'une certaine manière, pourquoi lancer ce projet maintenant, At Hôpital Dieu, et en quoi est-il différent de la façon dont vous travaillez déjà avec des startups et de ce que vous avez commencé un petit peu à nous expliquer sur la façon dont le numérique en fait se diffusait au sein de la PHP. Donc en quoi ce projet est différent ? En fait, pour moi, il y a deux éléments qui sont profondément différents. En tout cas, c'est les deux déplacements qu'on veut essayer de faire avec le projet. Le premier élément, c'est essayer de trouver une manière différente, plus profonde, de travailler avec les startups ou les partenaires économiques. Quand je dis plus profond, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a plein de contacts, plein de relations individuelles, personnelles, organisées. Il y a des interactions permanentes, mais qui sont toujours très individuelles, très ponctuelles et qui ne prennent pas aujourd'hui encore la forme de relations plus profondes, de co-construction, de co-innovation, qui ne nous amènent pas à durablement réfléchir ensemble comment des produits, des solutions, des technologies peuvent évoluer, être utilisées au service du soin, être utilisées sur des patients. Et du même coup, ça bride le développement collectif du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, il y a des solutions technologiques pensées par des startups, il y a des hôpitaux, des médecins qui les accompagnent, les évaluent, les testent de manière ponctuelle, mais on n'a pas, en quelque sorte, réussi à construire le lien permanent, étroit, qui permet d'embarquer ces deux dimensions dès le début. Et ça, c'est un des premiers enjeux du projet, c'est de réussir à travailler ensemble au long cours, en formant en quelque sorte une forme d'équipe commune qui porte cette ambition-là. Première chose. Deuxième point qui est très important, c'est pas simplement travailler différemment entre la PHP, des médecins de la PHP et des startups, c'est aussi faire travailler ensemble des startups. La force du projet ou la force du consortium, c'est qu'on est au fond autour de la table 5 startups, une université, un grand CHU. Et c'est un collectif qui se forme. Et les startups elles-mêmes travaillent, réfléchissent entre elles pour essayer de voir comment des projets, des points d'intersection peuvent émerger dans leurs relations et de construire des choses qui soient à la fois plus cohérentes, plus compatibles, plus ambitieuses. Encore une fois, c'est un des problèmes fondamentaux qu'on a aujourd'hui. On voit s'additionner des myriades de solutions verticales. Le système manque profondément de choses horizontales, il manque profondément de choses scalables, et on ne peut pas se représenter un univers où demain, un médecin pour suivre 3 ou 4 patients différents aura 4, 5, 6, 7 applis. On ne peut pas imaginer d'avoir un système qui soit aussi fragmenté que ça. Donc il faut réussir à travailler ensemble pour faire émerger des choses qui soient les plus structurantes et les plus générales possibles. C'est ça l'objet, le cœur de l'esprit même du projet, c'est celui-là. C'est d'aller vers des solutions qui soient plus générales, qui soient réplicables ailleurs, qui soient interopérables, qui permettent de simplifier, d'accélérer tout ce qui peut de près ou de loin faciliter le déploiement de ces solutions et leur usage médical le plus pertinent possible. D'accord, merci Nicolas Castoldi. Peut-être professeur Philippe Raveau, comme vous êtes le porteur du projet, pouvez-vous nous décrire dans les grandes lignes et puis les grandes composantes de finalement c'est quoi At Hôpital Dieu ? Alors, At Hôpital Dieu, c'est d'abord une ambition. L'ambition de repenser l'hôpital au XXIe siècle, à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. On parle depuis des années de la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle, et il faut maintenant passer du concept à la pratique. Et c'est ça la première ambition. Et donc vraiment avec une ambition de repenser complètement le mode de suivi des patients, le mode d'organisation de l'hôpital et le mode d'interaction entre les soignants et les patients au sein d'un hôpital. Donc les différents composants, mais ça a déjà été dit, c'est vraiment tout d'abord des startups extrêmement innovantes et qui ont été choisies pour être complémentaires en fait et qui ont des axes d'intérêt extrêmement différents les unes des autres, qu'il s'agisse de l'interopérabilité pour certains, qu'il s'agisse de l'organisation de portails patients pour d'autres, des objets connectés pour d'autres, ou bien de cas d'usage dans un domaine spécifique, cardiologique ou gynécologique pour les autres startups. Il s'agit de mettre aussi en place un incubateur et un tiers-lieu numérique avec bien sûr à la fois une composante de recherche, une composante de formation et aussi bien sûr une interaction entre les startups actuelles et éventuellement d'autres startups qui pourraient rentrer dans ce système. D'accord, merci. Donc
Je pense que vous avez bien résumé un petit peu l'ambition justement de faire bouger les lignes, d'utiliser justement le numérique en fait pour au service à la fois des patients mais également des professionnels de santé. Et est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le dur et de façon concrète sur les bénéfices que vous attendez ? Finalement, comment vous voulez que ça se traduise en termes de qualité de soins, en termes d'impact sur le parcours des patients ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs et quels sont-ils ? Alors je pense qu'il est prématuré de se fixer des objectifs, même si on est obligé de s'en fixer vis-à-vis de la BPI, mais je pense qu'une fraction importante des malades chroniques pourrait être suivie extrêmement différemment de la manière dont ils sont suivis aujourd'hui. On dépense 5 milliards d'euros par an en France sur, par exemple, le transport des patients, et je pense que beaucoup de patients pourraient bénéficier d'un suivi qui serait extrêmement différent du suivi actuel, beaucoup plus personnalisé, alliant différentes modalités de suivi et qui changerait probablement profondément la manière dont on organise l'hôpital. D'accord, merci professeur Raveau. Je me tourne maintenant vers les responsables des startups participantes. On peut peut-être commencer par Alexandre Falzon de Nouvéal. Enchanté, donc Alexandre Falzon, société Nouvéal, donc je suis cofondateur de la société. Nouvéal, en fait, on est spécialisé dans l'accompagnement en fait du parcours patient. On a mis à disposition une plateforme qui permet de digitaliser donc ce parcours aussi bien sur les aspects administratifs et médicaux. On s'est fait remarquer il y a maintenant 1 an et demi de ça à travers une plateforme qu'on nomme Covidom, qui a permis de suivre les patients détectés et suspectés Covid. Pour nous, c'est un projet, l'Hôtel Dieu, un projet très intéressant et très important. On va pouvoir en fait accompagner ce projet à travers donc, notre plateforme. L'idée, c'est de pouvoir adresser différents types de parcours, que ce soit des parcours spécifiques ou très généralistes. C'est vraiment l'apport que peut apporter notre plateforme aujourd'hui, c'est d'adresser tout type de parcours de façon très généraliste, et on verra après avec différents partenaires de ce consortium qu'on va pouvoir se spécialiser. Et à travers cette plateforme, c'est aussi de pouvoir, je dirais, concentrer et avoir un seul accès pour le patient, pour les professionnels de santé, et d'imaginer en fait une sorte de tour de contrôle pour administrer et récupérer en fait l'ensemble des informations qu'on va avoir à travers ces parcours patients. Et donc l'idée, c'est de mutualiser aussi toutes les informations qu'on va pouvoir communiquer et partager. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la participation de Nouvéal à ce très beau projet. Merci beaucoup Alexandre. Peut-être Arnaud, tu peux prendre le relais. Oui, bien sûr. Merci de l'invitation. Donc Arnaud Rosier, moi je suis le président de la société Implicity. Implicity aujourd'hui, c'est en France un des principaux contributeurs au programme de télésurveillance, au programme ETAP. Et on est spécialisé dans le télésuivi de patients en cardiologie. Et comme Alexandre disait, il y a cette idée de tour de contrôle. Nous, on est déjà depuis des années confrontés à cette idée que le métier des soignants maintenant devient aussi gérer des malades à l'extérieur de l'hôpital. Et ce projet est extrêmement intéressant parce que justement, il va permettre d'essayer de se projeter sur la transformation de l'hôpital. Implicity, donc on est dans cette idée du télésuivi de patients à distance avec un parti pris qui est le télésuivi de patients en cardiologie équipé de pacemakers connectés, de défibrillateurs implantables connectés, qui sont finalement des modalités de suivi qui déjà baissent la mortalité des patients. Donc on intervient dans le consortium sur toute cette chaîne de valeur autour de la manière dont les professionnels de santé font le télésuivi depuis l'hôpital de patients à distance, mais aussi sur le développement d'algorithmes dispositifs médicaux. On développe des algorithmes d'IA pour lesquels on est dans le FData Hub, le premier industriel en France à avoir eu l'accès aux données. Et donc on apporte notre expertise sur l'ensemble de ces thématiques, développement d'algorithmes, parcours du professionnel, du patient pour le professionnel sur la santé en cardiologie spécifiquement, sur les cas d'usage en cardiologie, et toute cette dimension. Merci beaucoup Arnaud, puis ça permet de faire la transition peut-être avec Vincent, avec une vue patient peut-être un peu plus prononcée. Donc, Vincent, à toi. Merci, donc Vincent Vercamer, je travaille chez Withings sur la stratégie santé. Donc Withings, c'est une start-up française qui a été fondée en 2008, qui fait des objets de santé connectés, des dispositifs médicaux connectés. Maintenant, on est 250 à Issy-les-Moulineaux. Et donc, notre force, c'est d'être capable d'aller avec des objets qui sont beaux, qui sont faciles à utiliser,
mais en même temps qui sont fiables et validés cliniquement, mesurer des paramètres physiologiques à domicile sur le long terme, par exemple dans le cadre d'un suivi de maladies chroniques. Et du coup, au lieu d'éloigner le patient, au contraire, ça va renforcer le lien entre le patient et les professionnels de santé qui le suivent. Et aussi, ça va permettre du coup d'améliorer le suivi médical. Et donc, dans le projet À Hôtel-Dieu, l'idée, ça va être d'utiliser nos dispositifs et notre expertise qu'on a sur les objets connectés, sur la logistique, sur le cloud, et aussi sur la mesure de biomarqueurs de santé auprès des patients qui seront suivis dans le cadre de cette plateforme. Très bien, écoute, merci beaucoup. Franck, à ton tour, si tu peux effectivement présenter l'IFEN, ce que fait l'IFEN, et ta contribution au projet, et peut-être aussi en faisant un petit peu le lien avec ce qu'on a pu nous dire jusqu'à là. Absolument, merci. Donc moi je m'appelle Franck Levé, je suis le cofondateur et président de l'IFEN. L'IFEN, c'est une start-up française qui a 6 ans, on est 120 personnes aujourd'hui, basées à Paris. Et on a commencé en essayant de décloisonner la santé, la donnée médicale, donc faire voyager la donnée médicale plus facilement et en format digital entre les hôpitaux, les médecins de ville et les patients. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 400 hôpitaux en France. On envoie 2 millions de documents médicaux par mois à plus de 120 000 médecins. Et ensuite, sur cette lancée, on a essayé de construire une plateforme qui permet de plus facilement distribuer et d'intégrer les solutions digitales en santé. Et ça va être notre apport en fait à ce projet-là. L'idée étant que plus on peut faciliter le déploiement et l'intégration et découpler les systèmes, faire en sorte que par exemple Weezings n'ait pas besoin de s'intégrer avec toutes les solutions de e-santé qui vont vouloir utiliser des objets connectés, ça c'est source de création de valeur pour tout le monde. Pareil pour si le projet qu'on fait à l'Hôtel-Dieu, si on veut le répliquer dans d'autres hôpitaux, si on n'a pas besoin si tout est couplé avec la PHP, ça va être compliqué de le répliquer ailleurs. Donc on fait cette couche d'intermédiation, cette couche technique qui permet de découper tous les systèmes avec du coup une standardisation de la donnée de santé qui permet justement d'avoir cette couche d'abstraction qui nous permet à tous de scaler. D'accord, merci beaucoup. Quelques questions maintenant qui s'adressent à tous. Donc l'un peut répondre et les autres compléter le cas échéant. Vous avez pu présenter un petit peu votre société, donc effectivement chacun a un petit peu sa trajectoire, sa feuille de route. Mais en quoi et on a parlé aussi un petit peu du collectif qui allait être créé à travers Hôtel-Dieu et dont vous allez contribuer. Mais finalement de façon peut-être un peu plus individuelle pour vos sociétés, en quoi la participation à ce projet va aussi vous aider à développer votre propre feuille de route. Je t'en prie. Ok. Pour moi, c'est un projet pour l'IFEN qui est hyper structurant et hyper important. Déjà, de faire un projet de cette envergure avec la PHP, c'est un case study incroyable. Et aussi, je pense que c'est aussi pour démontrer que finalement, jusqu'à présent, dans la e-santé, chacun réinvente la roue, chacun fait tout seul et qu'on a beaucoup plus intérêt à essayer de s'épauler les uns les autres pour que chacun se concentre sur là où il crée de la valeur. Et c'est comme ça que cet écosystème de la e-santé va vraiment se développer. C'est en divisant les tâches et faire en sorte que chacun est très bon dans son métier. Et donc c'est ce qu'on essaie de démontrer là. Et donc je pense que pour nous c'est une démonstration par la pratique de ça qui va nous aider déjà à le faire bien ensemble et puis surtout après à le répliquer partout ailleurs. Merci Alexandre, si tu veux compléter. Oui, je rejoins ce que vient de dire Franck. Ce que je peux compléter, c'est que aujourd'hui, on a un panel de startups en France. Je pense qu'à travers toutes ces startups, on a vraiment un temps d'avance sur la télémédecine, sur la e-santé plus globalement. On le voit bien d'ailleurs à travers la crise Covid, qu'on avait une multitude de solutions qu'on pouvait apporter pour répondre à cette crise sanitaire sans précédent. Mais à la fois, on voit bien aussi qu'il est important de pouvoir à un moment donné travailler sur ce type de projet, sur ce type de consortium pour pouvoir répondre à un besoin global. En fait, on se rend compte sur le marché aujourd'hui que les établissements de santé, à chaque fois qu'ils nous consultent, ils nous disent « Oui, mais est-ce que vous êtes interopérable avec un tel ? Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir apporter, je dirais, un accès au patient dans sa globalité ?» Et voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui est assez extraordinaire de ce consortium avec aussi, je dirais, ce qui est très important, c'est le partenariat qu'on va créer avec
avec un groupe de santé public qui est la PHP, qui est quand même le premier hôpital européen, qui va nous donner accès aussi à toute leur expertise médicale qui nous manque, nous, structure très spécialisée dans notre domaine. Et la complémentarité de tout ça fait que pour des startups comme nous, c'est un vrai accélérateur. C'est beaucoup pour nos collaborateurs aussi, ça leur permet d'accéder plus rapidement à différents types d'informations. Et puis je pense que pour terminer, ce consortium d'industriels, start-up et la PHP va nous permettre aussi de proposer quelque chose d'innovant en France. Mais on va plus être on réinvente la santé, on va être vraiment on crée quelque chose de concret et on va pouvoir l'exporter sur d'autres territoires en France, voire à l'international. Donc c'est extraordinaire pour nous. Merci à tous les deux. Peut-être pour compléter Vincent et Arnaud, et ça fera le lien avec ce que Alexandre et Franck indiquaient. La vocation de chacune de vos sociétés est de concevoir et de mettre sur le marché en fait des produits innovants pour répondre aux besoins de vos clients. La spécificité de ce projet en fait, c'est qu'elle vous oblige à travailler ensemble. Et on a vu un petit peu dans vos présentations respectives la complémentarité très forte de ce que chacun d'entre vous apporte, et que finalement d'une certaine manière la réussite du projet passe aussi beaucoup dans votre capacité à collaborer ensemble et à faire en sorte qu'on arrive à avoir un peu une solution de bout en bout. Comment vous percevez au-delà de l'enjeu un petit peu stratégique dont on a parlé, de façon plus opérationnelle, cette façon de collaborer ensemble et justement de devoir travailler avec d'autres organisations. Comment vous l'appréhendez de façon un peu plus concrète et opérationnelle? Et qu'est-ce qui en fera que ce sera un succès? Alors je pense qu'il y a trois choses. C'est que la première, c'est on a déjà l'habitude de collaborer. Avec WeThings, en tout cas, on a des partenariats avec un grand nombre des acteurs qui sont à cette table, avec des jolis succès. Donc ça, c'est la première chose, c'est que de façon bilatérale, on a déjà l'habitude et ça se passe bien. Ce qui est innovant ici, par contre, c'est la volonté de la PHP de faire tomber un certain nombre de murs. C'est aussi la volonté de la PHP de fédérer des acteurs de l'écosystème de la health tech autour d'un contexte de soins, de patients et de vie réelle sur un projet opérationnel. Donc là, c'est ça, je pense, qui est la grande force de ce projet. Et du coup, en tout cas, nous, on est convaincus que le privé tout seul ou le public tout seul, on va pas y arriver. C'est-à-dire, on va pas être capable de créer ce type de plateforme innovante, d'accélération des innovations, avec en plus une méthodologie d'évaluation qui est innovante. Et du coup, nous, on est prêts à se mettre autour de la table, à travailler ensemble, à co-construire quelque chose de joli et qui sera aussi efficace et efficient. Merci Arnaud, si tu veux compléter. Je pense que c'est tout à fait ça. Comme disait Vincent, donc déjà les sociétés ne se sont pas agrégées par tirage au sort, quoi. Clairement, il y a des acteurs qui étaient déjà en train d'essayer de résoudre des problèmes ou de créer de la valeur sur des sujets très opérationnels au quotidien, puisqu'on n'est pas là juste pour faire des projets de recherche et de l'hypothèse. En France, on est très fort pour faire toujours des choses très ambitieuses qui aboutissent pas toujours. Là, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de résoudre le problème, et le problème, c'est le problème des soignants sur des patients et sur des cas concrets, tout en créant en quelque sorte un modèle organisationnel où la PHP arrive à créer ce succès avec les startups. Et on voit bien que quand on doit créer cette solution ou ces solutions très ambitieuses, puisqu'elles doivent être parfaites pour les soignants et elles ne doivent pas faire 99% du boulot, mais 100% du boulot, et c'est compliqué la santé, donc il y a vraiment un niveau d'exigence très élevé. On voit bien qu'il manque toujours quelque chose. Et quand on a, nous, nos propres clients, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas parfaitement bien, on se concentre sur notre valeur spécifique et donc on doit faire ensemble. Et je pense que pour la première fois, moi je crois réellement que l'engagement de la PHP et les acteurs autour de la table peuvent faire émerger les clés de cette transformation de l'hôpital avec des outils numériques vers l'avenir. Merci Arnaud, merci Vincent. Donc je reviens vers vous, professeur Philippe Raveau. Alors on l'a un petit peu évoqué en introduction, mais la recherche est aussi une dimension très importante du projet. L'Université de Paris fait partie du tour de table. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, très clairement, je pense que les universités, ça a un rôle à la fois de formation et de recherche. Et je pense que les deux dimensions sont
très importante dans le projet. Pour la formation, je pense qu'il y a un rôle absolument crucial, potentiel des universités pour augmenter les compétences qu'on appelle la littératie dans le domaine numérique pour les soignants. C'est-à-dire qu'on sait que les soignants qu'on a actuellement à l'hôpital sont pour la plupart des autodidactes dans le domaine du numérique et qui vont tous avoir à utiliser le numérique de manière extrêmement large dans les années à venir. Donc il y a un enjeu absolument crucial à augmenter la littératie du personnel soignant dans ces domaines du numérique. Et puis on a ça aussi à faire en formation initiale, préparer les futurs médecins, les futurs soignants à utiliser de tels outils. Et j'aime bien, j'ai sorti une petite phrase de Topol dans son document sur le NHS. Ce qu'on doit faire, c'est préparer les étudiants pour des emplois qui n'ont pas encore été créés, des technologies qui n'ont pas encore été inventées, des problèmes dont nous ne savons pas encore qu'ils se poseront. Et c'est vraiment ça l'enjeu, quoi. C'est-à-dire avec ces nouvelles technologies, on a vraiment besoin de préparer tout le monde. Le deuxième niveau, c'est, comme vous l'avez dit, la recherche. Et je pense qu'on a besoin de faire beaucoup de recherche et de recherche publique dans le domaine du digital et de l'intelligence artificielle. Et on a besoin des différents composants de la recherche, à la fois le côté sciences humaines et sociales, parce que ça pose des problèmes en termes... on peut intégrer la philosophie, le droit, l'éthique, l'économie de la santé, la sociologie des organisations, etc. dans ces questions. Des problèmes bien sûr dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, et puis bien sûr des chercheurs dans le domaine de la santé. Donc c'est ça l'intérêt de s'associer avec l'Université de Paris, qui est une des grandes universités santé en Europe, et qui a des forces et une masse critique considérable dans les autres domaines. Merci beaucoup de cette réponse, et puis qui vient aussi bien compléter un petit peu cet aspect innovation qui est un peu plus porté par les startups. Donc ça donne en fait effectivement un prisme beaucoup plus large. On a évoqué tout à l'heure avec les startups la dimension un peu gouvernance, capacité de ces structures finalement qui ont un petit peu leur feuille de route à travailler ensemble. Et de votre côté, comme chef de projet, avec cet écosystème inédit et très riche, et avec un nombre d'acteurs importants, qu'est-ce qui vous paraît un petit peu le plus complexe dans la façon de mener le projet? Et quels sont les gros challenges que vous avez un petit peu identifiés dans ce besoin de faire collaborer, travailler ensemble tous ces partenaires? Alors je pense qu'un des principaux challenges, c'est qu'au-delà de la volonté commune et évidente de l'ensemble des partenaires, on a besoin d'une acculturation réciproque. L'AP-HP a besoin de comprendre le mode de fonctionnement des startups, le mode d'organisation et de s'adapter à l'agilité des startups. Et dans le sens inverse, les startups ont besoin de comprendre la complexité de l'écosystème hospitalier, l'incroyable complexité de son organisation, de ses systèmes d'information. Et c'est l'ensemble qui la discussion qui doit nous permettre de progresser dans ce domaine. Alors là, vous avez beaucoup souligné d'une certaine manière un petit peu la valeur en fait que cet attelage un petit peu inédit entre public et privé peut apporter, mais est-ce que vous voyez aussi des challenges? Non, mais je pense que les challenges, c'est vraiment de vraiment bien comprendre les attentes et les besoins de l'autre. Et c'est vraiment pour moi le principal challenge. Et on l'a un petit peu évoqué en fil rouge, mais l'idée c'est d'avoir un écosystème ouvert. Ouais. Et donc est-ce que vous avez déjà un petit peu anticipé sur comment élargir ce tour de table déjà très ambitieux, mais comment vous pourriez le faire grandir en fait au fil de l'eau? Alors, un de nos objectifs, c'est de pouvoir lever les verrous qui se présentent, en particulier technologiques ou organisationnels ou autres. Et ce qu'on s'est déjà dit dans les réunions précédentes et dans nos discussions précédentes avec les startups, c'est que si on rencontrait des verrous technologiques, par exemple, que les différentes startups autour de la table ne pouvaient pas lever ou ne désiraient pas lever, on pouvait tout à fait imaginer faire appel à d'autres startups pour compléter le dispositif mis en place. Et de la même façon, comme vous l'avez dit, c'est un écosystème ouvert, donc il y a aussi une vision d'animation, etc. Et donc nécessairement, il y aura aussi des startups qui vont apparaître sur des sujets qu'on n'a pas encore identifiés à ce jour. Merci beaucoup. Pour finir, parlons un petit peu des grands enjeux et des prochaines étapes. Avec vous, Nicolas Castaldi. Alors, sur ce type de projet, et vous l'avez dit vous-même, il est difficile, voire impossible de mesurer, et même ne serait-ce que parler de retour sur investissement, notamment dans le cadre d'un projet aussi innovant.
Donc je me limiterai à vous demander, au-delà des objectifs techniques, quels seraient un petit peu les grands bénéfices attendus par la PHP, notamment en termes de qualité de prise en charge pour les patients. Merci beaucoup Loïc. Je pense que l'objectif fondamental, et Philippe l'a dit, c'est de transformer effectivement la manière dont les patients sont pris en charge. Et c'est vraiment l'enjeu qui est central. Et l'impact du projet, on le mesurera comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des startups pour imaginer des solutions, on travaille avec des docteurs et des startups pour prendre en compte ces besoins. Le sujet majeur, c'est comment on arrive à déployer un ensemble ou un bouquet de services numériques qu'on a comme ça pensé ensemble autour de nouveaux cas d'usage en permanence. Et notre challenge, et ce qui va nous permettre demain de mesurer si on a réussi ou pas réussi, et je pense qu'on va réussir parce qu'en réalité, il y a une alchimie qui se crée dans ce collectif qui est une évidence, c'est la manière dont on va réussir à enrichir en permanence de nouveaux cas d'usage. On commence avec Nabla sur le suivi des patientes qui sortent d'urgence gynécologique, on regarde avec Implicity des cas d'usage en cardiologie, mais à chaque fois qu'on discute avec de nouveaux médecins, de nouveaux cas arrivent, et donc on voit valider l'intuition fondamentale, qui est l'intuition que Philippe a eue et portée assez largement avant tout le monde, qui est de se dire on peut construire un dispositif global général sur lequel se dockent ensuite des cas d'usage particuliers, mais on peut réussir à faire cette transformation, cette révolution-là, où un patient, il peut les préparer avant, suivi après, ces objets connectés sont utilisés pour aussi suivre l'évolution de son état de santé. C'est ça l'horizon que ça dessine, et au fond, on va mesurer au nombre de cas d'usage nouveaux qui vont apparaître et qui seront pris en charge la pertinence et la puissance du projet. Après, deuxième marqueur absolument fondamental, pour nous, je pense, c'est, et ça vient d'être dit à l'instant, la dynamique qu'on crée. Ce projet, il a une forme de particularité, c'est que c'est à la fois un projet très ancré dans un consortium avec 5 startups, une université, un grand CHU, Biolabs, et c'est en même temps un projet qui a vocation à entraîner et à structurer. Encore une fois, ce marché, cet univers, il est morcelé. C'est sa plus grande faiblesse. Il a par ailleurs des forces qui sont incroyables, mais il est terriblement morcelé. Et donc ce qu'on doit réussir à faire, c'est ça le challenge, et c'est pour ça que le projet il est structurant pour l'AP, pour les startups, et il est structurant dans un moment où on doit réussir à faire basculer un modèle de fonctionnement national, c'est sa capacité à entraîner autour de lui en permanence de nouveaux acteurs. Ça veut dire accueillir de nouvelles startups, nouer de nouvelles collaborations, élargir le cercle des 5 chaque fois que nécessaire, en gardant cet esprit-là un peu particulier. Et deuxièmement, y compris être capable à un moment d'intégrer dans la dynamique d'ensemble d'autres CHU, d'autres établissements de soins, d'autres établissements de santé, réussir à faire en sorte qu'on arrive à faire structurer comme ça l'écosystème. Un peu avant que cette table ronde ne commence, on avait un échange en marge où on se disait, au fond, aujourd'hui, il y a en permanence 2 options qui sont ouvertes. Il y en a une qui est de dire, le public va faire lui-même tout seul le SI, l'application, le déployer à l'échelle nationale, le prendre en charge parce qu'il est souverain. Et parfois c'est pertinent, parfois ça marche. Et souvent aussi ça ne marche pas, les deux. Hein. Et il y a l'autre option qui est de dire on va laisser le marché vivre et puis à la fin des fins on verra ce qui se passe. Nous on a choisi une voie médiane entre ces deux trucs-là. C'est-à-dire qu'on pense que pour construire certaines solutions, les startups ont une forme d'agilité, d'efficacité, de réactivité que personne n'a dans le paysage, et je pense que les CEO que vous avez vus en ont témoigné. Et on pense aussi en même temps que ces solutions-là, elles ne fonctionneront pas si elles ne sont pas totalement profondément imbriquées dans le soin, dans l'organisation de l'hôpital, parce que c'est compliqué l'hôpital, et c'est normal que ce soit compliqué, comme l'a rappelé Philippe. Et donc, pour moi, le troisième marqueur fondamental de la réussite, c'est que ce modèle de partenariat-là, il se diffuse, qu'il devienne demain un élément, pas le seul, mais un des éléments supplémentaires dans le répertoire, dans la manière de travailler entre hôpital public et start-up. Merci beaucoup. Quand on vous entend parler, d'une certaine manière, on se projette déjà un petit peu dans le projet. On a l'impression qu'il est bien lancé. Dans la pratique, en fait, vous le présentez dans le cadre d'un appel à projet du gouvernement. Dans quel délai vous attendez en fait un retour et une décision des pouvoirs publics ?
Alors effectivement, le projet, il est aujourd'hui déposé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt santé numérique. On l'a déposé au moment avant la première relève. Il y a un processus d'examen qui est en cours. Il y a des auditions qui viennent devant nous. Et puis, on espère avoir une forme de décision avant l'été. Et on espère évidemment qu'elle sera favorable. Mais ça, c'est évidemment pas à nous d'en juger. Ce que je voudrais souligner au passage, c'est que c'est deux choses. La première chose, c'est que la démarche qui a été lancée par le gouvernement a été, je trouve, particulièrement originale et intéressante parce que, à la différence de tous les schémas qu'on a connus, et Philippe les connaît mieux que moi encore, d'appels à projets extrêmement normés où on demandait de faire rentrer dans la boîte d'une catégorie inventée en interministériel les projets que pouvaient avoir éventuellement les chercheurs et les médecins sur le terrain. Cette fois-ci, au fond, dans le cadre de la stratégie d'accélération, il y a eu une espèce de demande de faire remonter les projets qui paraissaient pertinents. Et après, il y a un processus qui examine ces projets et peut les accompagner. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que sans cette fenêtre ouverte, on n'aurait jamais présenté un projet comme celui-ci où il y a à la fois des projets collaboratifs entre start-up et hôpital, à la fois une plateforme d'innovation ouverte, d'accès à l'évaluation clinique et médico-économique, et puis à la fois toute une dimension de réflexion sur les modèles économiques, juridiques, réglementaires, éthiques de la e-santé. Donc sans cette démarche-là, on n'aurait sans doute pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui, à savoir essayer de proposer quelque chose qui est le plus complet, le plus global possible. Ça, c'est mon premier commentaire. Deuxième commentaire, évidemment qu'on est dans l'attente de la décision et évidemment que la décision gouvernementale sera importante, mais moi ce que je sais aussi, et je pense que quand je dis ça, je ne me paye pas de mots, le travail commun qu'on a commencé, il continuera quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est en train de se structurer, il y a des gens qui se rencontrent, il se passe ce que Philippe vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'on se parle, on commence à travailler ensemble, on apprend à réfléchir ensemble, à comprendre aussi comment chacun réfléchit, à essayer d'ajuster les choses, à essayer de trouver des solutions ensemble. Cette dynamique-là, elle ne s'arrêtera pas. Elle ne s'arrêtera pas et on trouvera d'une manière ou d'une autre des voies et moyens pour poursuivre et pour avancer. Parce que je pense que cette dynamique-là, elle est juste la démonstration ou la traduction du fait que cette manière de faire a un sens. Et on croit profondément à cette manière de faire. Merci. Et peut-être une dernière question ou une avant-dernière question. Vous avez parlé un petit peu de l'évolution dans l'approche du gouvernement. Dans ce que vous souhaitez pousser, d'une certaine manière, vous projetez aussi peut-être des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes de rémunération. Il pourrait y avoir des problématiques réglementaires, des dimensions éthiques. Alors ça peut être une question qui s'adresse à tous les deux, mais comment vous voyez évoluer aussi un petit peu la position du gouvernement ou des organisations nationales sur ces sujets-là par rapport un petit peu à la vitesse de votre projet? Et est-ce que vous n'avez pas peur peut-être qu'à un moment vous soyez rattrapé par un cadre réglementaire ou que le cadre réglementaire évolue, mais peut-être pas exactement dans la façon dont vous souhaitez construire votre modèle d'organisation ou votre modèle de rémunération? Comment vous voyez un petit peu l'accrochage et le rattrapage entre ces deux dimensions dont on voit en fait qu'elles sont toutes les deux en train d'évoluer très vite? Alors là-dessus, je pense que c'est une question qui est évidemment extrêmement importante et qu'on a essayé d'intégrer dans la construction du projet. Et je laisserai bien sûr Philippe compléter, mais on a voulu que dans le projet, il n'y ait pas simplement des acteurs qui innovent ensemble, qui travaillent ensemble, mais qu'il y ait aussi une réflexion sur le cadre réglementaire pour rendre possible le déploiement des solutions qu'on porte ensemble, qu'il y ait une réflexion sur des modèles économiques qui sont aujourd'hui encore le problème principal, c'est-à-dire à date, il n'y a pas de modèle économique du suivi à distance et donc pas de modèle économique y compris de tout le marché des objets connectés, en dehors de l'achat individuel. Donc ce problème, il est ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de prise de conscience gouvernementale du fait que ces questions existent. Il y a le souci d'essayer de leur apporter des réponses. Et c'est pas à nous d'en juger, mais en revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de structurer entre acteurs de ces questions-là, éventuellement en lien avec les agences, les régulateurs, tous ceux qui ont besoin d'avoir ces discussions, essayer de, en tout cas, structurer ces réflexions-là, d'essayer de dessiner, d'imaginer ensemble des modèles, de jouer aussi le rôle de caisse de résonance sur un certain nombre de questions. Il faut qu'on arrive à faire se parler en permanence
les besoins des acteurs, les contraintes d'État, les enjeux de finances publiques. Il faut qu'on arrive à faire exister cette réflexion et il faut l'articuler. Moi, c'est un point que je porte beaucoup, qui est de se dire accompagner l'innovation en santé, c'est pas simplement avoir des stratégies nationales, des démarches top-down, des choses qui entraînent, c'est aussi se donner les moyens d'accompagner les acteurs de l'innovation là où ils sont, d'accompagner les hôpitaux dans les démarches d'innovation et de le faire de manière un peu globale en faisant en sorte que, y compris sur les questions réglementaires, y compris sur les questions éthiques, ce débat-là soit un débat qui soit structuré autour de cas d'usage concrets et d'enjeux concrets. Donc c'est une dimension très forte et importante pour nous du projet. Et on forme le vœu que cette logique inspire une partie des annonces dont on a, comme tout le monde, compris qu'elles allaient intervenir bientôt et qu'on attend évidemment avec impatience. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter, professeur. Non, c'était parfait. La réponse de Nicolas était parfaite là-dessus. Je pense vraiment que notre idée, c'est d'essayer de lever tous les verrous. Et dans les verrous, il est très clair qu'il y a des verrous liés à l'absence de modèle économique, aux problèmes réglementaires, à des problèmes éthiques, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait vraiment partie intégrante de notre réflexion et du projet. Alors, dernière question un petit peu sous forme de clin d'œil, mais le président de la République doit faire une annonce dans les prochains jours sur le thème de la e-santé. Alors ça tombe bien parce que normalement il doit arriver à Vivatech dans les minutes ou les dizaines de minutes qui arrivent. Est-ce que vous auriez un message pour lui ? Moi, je crois que le message, si message il y a, d'abord le président de la République décide seul de ce qu'il fait, c'est le principe. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a 2 ou 3 messages qui sont pour moi cruciaux. Et je laisserai Philippe préciser sur ce point, mais ce qu'il faut construire, c'est un changement de modèle. C'est ça l'enjeu, c'est pas autre chose que ça. Il faut bien sûr des financements, il faut des politiques publiques, il faut des cadres d'action, mais à la fin des fins, la question centrale, c'est comment on change le modèle. Et changer un modèle dans un univers aussi compliqué que l'univers de la santé, l'univers hospitalier, c'est un exercice en soi. D'où mon deuxième point. Ce deuxième point, c'est de dire, il faut accompagner, il faut donner la main aux acteurs, les accompagner, il faut les cadrer, mais dans ce changement de modèle. On n'impose pas un changement de modèle dans une vision descendante. Ça ne fonctionnera pas, parce que c'est trop compliqué, parce que la vie hospitalière, parce que les enjeux de soins, c'est trop compliqué pour le faire. Et du coup, mon troisième point, c'est de dire qu'il faut sans doute, dans cette espèce de foisonnement national qui est par ailleurs remarquable et dont Vivatech témoigne, mais il faut être capable aussi d'identifier et de diffuser des modèles qui fonctionnent, des modèles qui marchent, des démarches qui fassent du sens. Je pense que comme ça, et je dis ça, ça c'est une forme de constat de notre propre mode de fonctionnement. Je pense que cette manière de travailler ensemble, un peu différente entre acteurs publics et start-up, est quelque chose qui est un des modèles possibles de choses qui ont du sens pour construire ce changement qui s'annonce. Sur le changement de modèle, vous voulez compléter, Philippe, ou... Non, simplement pour dire qu'il y a vraiment aussi un enjeu de souveraineté économique extrêmement important. La santé, c'est 11,8% du PIB et on a tout en France pour faire vraiment des acteurs qui puissent changer ces modèles et qui puissent se développer ensuite à l'international. Et je pense qu'il faut absolument aider à ce changement de modèle et aider au développement de ces acteurs, en particulier par des formes de partenariats innovants. Merci beaucoup. On arrive au moment de conclure cette table ronde. Donc je vous remercie tous pour votre participation et votre contribution pour nous faire partager la très belle ambition de ce projet Hôtel-Dieu. On vous souhaite d'abord qu'il soit retenu par le gouvernement, bien sûr, et surtout qu'il se développe ensuite un petit peu conformément aux objectifs que vous avez bien voulu nous partager. On voit à quel point ils sont porteurs de sens. On l'a dit en introduction, vous l'avez démontré dans chacune de vos interventions, mais il s'agit certes de réinventer l'hôpital en s'appuyant sur le numérique, mais le projet Hôtel-Dieu porte une ambition très largement supérieure au développement du numérique à la PHP. Et c'est aussi la transformation du système de santé, de l'ensemble des hôpitaux français. Et vous l'avez dit aussi, l'émergence de champions français du digital en santé, qui est aussi derrière cette ambition, avec toutes les perspectives d'industrialiser et d'emplois associés qu'on peut imaginer.
En tout cas, un grand merci pour ces témoignages et merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci.